La République révolutionnaire, 1793-1794, a-t-elle envisagé, décidé, organisé, mis en œuvre un génocide en Vendée? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo par la présentation d'une quantité importante de documents. Ceci étant, je ne ferai pas l'historique de ce conflit baptisé très vite la guerre de Vendée. Je n'entrerai pas non plus dans les causes de ce conflit, dans les erreurs commises de part et d'autre, et encore moins dans les mobiles de ceux qui parlent d'un génocide vendéen. Je vais me concentrer sur les documents émanant des hautes autorités républicaines. Car si on accuse la République, il faut forcément consulter les documents de gens qui incarnaient la République. Qui incarnait la République? C'était la Convention, c'était les députés, soit en Assemblée générale au sein de la Convention, soit en Assemblée particulière au sein des comités de travail, et en particulier le comité de salut public, soit les députés envoyés en mission, appelés représentants en mission, dans les départements. Ce sont les documents sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai réunis dans un ouvrage que j'ai appelé La guerre de l'Ouest, dite de Vendée. Vous pouvez voir l'épaisseur, ça fait 866 pages, dont 700 pages uniquement de documents, avec tous les arrêtés du comité de salut public, tous les décrets de la Convention, et une grosse partie de la correspondance des représentants en mission. Qu'est-ce qu'un génocide? Un génocide, c'est l'extermination ou la volonté d'exterminer, et la mise en œuvre des mesures dans ce sens-là, une population définissable par ses gènes, par sa race, par des traditions généralement religieuses, ou tout simplement par sa présence sur un territoire. C'est donc tuer, ou tout mettre en œuvre pour tuer tous les individus de cette population. Eh bien, ceci ne peut aucunement s'appliquer à la Vendée. Tout d'abord, quelques réflexions. Il faut savoir que le terme Vendée ne désigne pas le département de la Vendée. Déjà, la Vendée est le terme générique pour désigner cette guerre dans les départements de l'Ouest, en fait l'arrière-Bretagne. Et c'est également donc le terme pour désigner ces régions-là, que l'on appelle aussi Vendée militaire. La Vendée militaire, en fait, recouvre tout ou partie des départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire, de la Loire inférieure. Ça déborde un peu sur le Morbihan, et puis au nord, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Et évidemment, les limites de ces territoires ont évolué, ont bougé en fonction de l'évolution du conflit. Donc déjà, on n'a pas un territoire, et donc on n'a pas une population. Quand bien même, cette population était blanche et catholique, comme le reste de la France. Reynald Secher, qui est l'auteur dans les années 80, et qui est toujours le champion de cette thèse génocidaire, dit néanmoins que la population était de 815 000 habitants. Donc il le dit, il le redit, il a fait une étude et il le redit dans son dernier ouvrage, Vendée, du génocide au mémoricide. Et là, donc, 815 000 habitants, il répète ça, donc page 93. Je n'ai pas retrouvé par contre la page, pour le nombre de victimes, il annonce un nombre de victimes, 117 000. Ceci étant, je précise quand même que par rapport à ce nombre, il ne l'a pas obtenu par un comptage, mais par un calcul. Il a regardé, calculé combien il aurait dû y avoir d'habitants en 1800, je crois que c'est une chose comme ça, moins la population qu'il y avait réellement. Parce qu'en fait, il a donc obtenu le déficit démographique. Sauf que ce chiffre-là, en fait, contient également les victimes des deux côtés. Car dans cette population, il y avait aussi bien des gens pour la République que contre, des rebelles et des républicains. Donc, mais admettons ce chiffre de 117 000. Par rapport à 815 000, c'est 15%. Donc, c'est atroce, c'est tout ce qu'on veut, mais on est quand même très très loin d'un génocide réel. Donc, il n'y a pas eu concrètement de génocide. L'accusation à l'encontre de la République d'un génocide ne tient donc que s'il est démontré que la République, que les républicains ont voulu mettre en œuvre un génocide. Et là, pareil, aucun document ne va dans ce sens-là. Je vais en produire une cinquantaine
qui prouve positivement qu'il n'y avait pas d'intention génocidaire, et ce qui veut dire que les documents présentés par les partisans de la thèse du génocide sont soit dénaturés, soit trafiqués, soit interprétés, soit... Et d'ailleurs, le principal mensonge par rapport à cette thèse, c'est de prétendre que le terme brigand, qui était utilisé à l'époque, désignait non pas les rebelles, mais l'ensemble de la population. Or, il faut savoir, parce qu'eux, ils parlent de génocide vendéen. Alors, on parlait effectivement de rebelles de la Vendée, mais à l'époque, on ne parlait pas de Vendéens. Le terme de Vendéen ne commence à être utilisé qu'à partir du printemps-été 94. Pourquoi? Parce qu'à partir de la fin 93 et début 94 se développe une nouvelle insurrection au nord de la Loire, qu'on appelle les Chouans, notamment c'est notamment en Mayenne, dans la région de Laval, entre Laval et Rennes. Et en fait, pour distinguer ces rebelles du nord de ceux du sud, les premiers qu'on appelle les Chouans, on va appeler les autres les Vendéens. Vu qu'on a le terme Vendée revenait souvent, on les appelle du coup les Vendéens. Mais ce n'est pas le terme qu'utilisaient les contemporains de la période durant laquelle aurait été commis le génocide. Et d'ailleurs, les républicains se refusaient à faire l'amalgame. Ce n'est pas pour rien qu'ils utilisaient le terme brigand. Parce que les brigands n'étaient pas des Vendéens, ou en tout cas pour la plupart n'étaient pas de la Vendée. Donc ça avait un sens. Et vouloir à toute force utiliser ce terme, ça permet de faire croire qu'il y a eu un acharnement en particulier sur les Vendéens, sur la population d'une région, alors que ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que les Vendéens n'en ont pas pris aussi plein, mais on ne s'est pas acharné spécialement sur les Vendéens. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur le contexte. La guerre de Vendée commence en mars 93. La France est en guerre, elle, depuis le mois d'avril 1792, depuis le 20 avril 92, quand le roi a déclaré la guerre à l'empereur d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. C'est l'Assemblée de l'époque qui a proposé au roi de déclarer la guerre. Parce qu'en fait, d'après la Constitution, ça devait fonctionner comme ça. Le roi, lui, en fait, avait tout fait pour favoriser les partisans de la guerre, parce qu'il voulait une guerre pour pouvoir perdre cette guerre. Comme il n'avait pas réussi à décider les puissances étrangères à intervenir pour le rétablir dans sa puissance, pour mater la révolution, il se dit, je prends les devants, je déclare la guerre, ils seront bien obligés de la faire, et comme la France n'est pas en état de la faire, de la soutenir, on va perdre, et banco, c'est gagné. D'un autre côté, il y a au sein de l'Assemblée un parti qui veut lui aussi la guerre, ce sont ce qu'on appelle les Girondins. Les Girondins, défenseurs de la grande bourgeoisie, et qui eux veulent une guerre pour remplir les caisses de l'État, par la conquête et le pillage. Ces gens-là, donc, pour des raisons différentes, veulent la même chose. Et ils se sont heurtés aux Jacobins, et en particulier à Robespierre, qui à ce moment-là n'a pas de pouvoir particulier, mais le club des Jacobins a une certaine influence, qui, eux, ont refusé obstinément que la France déclare la guerre, ce qui a quand même été fait. Ce qui était prévisible se produit, première rencontre avec les armées étrangères, déroute totale. Donc là, on est au mois d'avril, mai, juin, et la révolution est en passe d'être écrasée par les armées étrangères, qui bizarrement n'avancent pas. Ce qui laisse un répit aux révolutionnaires pour renverser le roi, puisque le roi était quand même le chef des armées, et qui en même temps ne voulait pas de la guerre, ce qui pose quand même un problème dans tout État. Donc pour gagner la guerre, il fallait absolument renverser le roi. Le roi est renversé le 18 92, et la République est proclamée le 27 septembre 92. Ce qui est déjà, quand on nous explique que c'est la République qui a plongé la France dans la guerre, c'est faux. C'est la monarchie qui plonge la France dans la guerre. En 92, les armées sont gonflées par un afflux de volontaires. Mais à la fin de l'année, les volontaires rentrent chez eux. Les effectifs de l'armée fondent à vue d'œil,
et il faut reconstituer donc ses effectifs. Pour ce faire, la Convention décrète le 24 février 1993 une levée de 300 000 hommes. Et le mode de recrutement est laissé à l'initiative des communes. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que le mode de recrutement ne sera pas uniforme. Et évidemment, les notables vont se favoriser entre eux, ce qui va créer des tensions. Et en particulier dans les régions de l'Ouest, et notamment à Cholet, le 4, le recrutement tourne à l'émeute. Et c'est de là qu'on date le début de la guerre de Vendée. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail des événements, peu importe, puisque là il s'agit de juger de la façon dont la République a géré cette guerre. Donc, le premier document que je voudrais citer, en fait, c'est un document qui devrait être le dernier, ça devrait être le dernier document à citer, mais en fait, il dit tout, puisque c'est le dernier, il recouvre toute la période précédente. C'est une lettre de 9 députés des départements de l'Ouest, écrite le 1er décembre au comité de salut public, et suite à laquelle, le lendemain, la Convention décrétera une amnistie générale. Une amnistie générale pour tous les gens qui déposeront, chefs ou soldats, ou etc., qui déposeront les armes dans le délai d'1 mois. Et alors, je ne peux pas lire la lettre en entier parce qu'elle est très très longue, mais le passage le plus important me semble être celui-là. Nous ne connaissons que 2 partis à prendre pour finir la guerre de la Vendée. L'un est d'exterminer jusqu'au dernier habitant de ces contrées, mais pour atteindre une population de 200 000 individus qui reste encore, il faudrait sacrifier au moins 80 000 républicains. Le moyen n'est pas proposable et la Convention ne l'a jamais voulu. L'autre est d'écouter la voix de l'humanité, d'user d'indulgence, de conquérir ces départements par la persuasion plutôt que par les armes. Le moyen n'est pas proposable et la Convention ne l'a jamais voulu. Ce sont les députés des départements de l'Ouest qui disent ça. Et c'est un document qui est signé par Delaunay, député du Maine-et-Loire, Menuot, député des Deux-Sèvres, l'Official, député des Deux-Sèvres, Gaudin, député de Vendée, Jacques Pinvilliers, député des Deux-Sèvres, Morrison, député de Vendée, Talot, député du Maine-et-Loire, Girard, député de Vendée, et Dandonac-Aîné, député du Maine-et-Loire. Donc, ces gens-là qui font partie de la population qui est censée être génocidée n'ont pas été génocidés, et ils disent eux-mêmes que la Convention n'a jamais eu de volonté génocidaire. Alors, c'est un document que l'on trouve dans les recueils d'Ollard, dans le tome 18, page 452. Alors, à propos d'ailleurs de mes sources, tous les documents concernant cette période-là et cet événement-là sont aujourd'hui disponibles depuis le temps. Toutes les archives ont été publiées. Pour ma part, je me suis basé sur 2 séries principales. La première étant la série des recueils des actes du comité de salut public avec la correspondance des représentants de mission d'Alphonse Solar, que l'on trouve, qui ont été publiés par la Bibliothèque nationale sur Gallica. On les trouve en PDF, on les trouve facilement sur Internet. Et pour la période qui nous concerne, c'est 19 volumes de 7 à 800 pages. Par rapport au comité de salut public, on trouve également des suppléments qui ont été publiés par Marc Bouloiseau. Il y en a 4. Et il me semble que pour la période qui nous concerne, donc la période qui nous concerne, c'est mars 93, février 95. Puisque la paix sera signée le 17 février 95, en tout cas avec Charette, qui lui opère en Vendée, puis un peu plus tard avec Stofflet, puis un peu plus tard avec les Chouans. Donc, mars 93, février, début 1795. Une autre série très importante, c'est la série des archives parlementaires, qui elle contient évidemment donc, tous les débats à l'Assemblée et tous les décrets. Donc là pareil, c'est une série encore plus imposante. Pour la période qui nous occupe, et encore elle-même ne va pas jusqu'à février 95, puisqu'elle s'arrête au 2 décembre 94. En fait, non, je crois que c'est en janvier 94. Et c'est 62 volumes, pareil, donc de 7 à 800 pages. Donc ces sources-là sont également les sources sur lesquelles s'appuient les partisans de la thèse du génocide. Alors maintenant, je vais attaquer les documents.
en faisant au fur et à mesure quelques petits commentaires. Donc, en décembre 2012, j'ai débattu avec Reynald Secher. Mais évidemment, je n'ai pas pu, présenter les documents que j'avais, et deux, je ne connaissais pas tous les documents, puisque moi j'ai travaillé sur Robespierre, et Robespierre est au comité de fin juillet 93 à fin juillet 94. Or, comme la Vendée commence au mois de mars, j'avais survolé, mais je ne m'étais pas vraiment attaché à ces périodes, et donc il y avait des documents que je ne connaissais pas. Et Reynald Secher me disait, d'entrée de jeu, la Convention ferme la porte aux rebelles, les condamne à mort, et ne laisse donc d'autre issue que de se battre ou de mourir. Et donc dans ses livres, dans ses ouvrages, il cite notamment une loi qui, pour je ne sais quelle raison, il appelle la loi des suspects, alors que ce n'est pas la loi des suspects du 17 septembre 93, c'est la loi du 19-20 mars 1793. C'est la loi contre la rébellion au recrutement. Et donc lui d'ailleurs il cite cette loi, page 46, voilà, il répète loi des suspects. Bon. Alors je vais lire les articles qu'il cite lui-même et un autre. Qui, évidemment il ne peut pas le citer parce que ça va totalement à l'encontre de ce qu'il dit, quoi. Donc le 18 mars, la nouvelle de l'insurrection dans l'Ouest parvient à la Convention qui adopte les 19-20 mars une loi générale en 10 articles contre la rébellion au recrutement. Article 1er. Ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui ont éclaté ou éclateraient à l'époque du recrutement, donc c'est bien la loi sur le recrutement, dans les différents départements de la République, et ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion sont hors la loi. En conséquence, ils ne peuvent profiter des dispositions des lois concernant la procédure criminelle de l'institution des jurés. Autrement dit, les gens, dans ce cas-là, seront déférés devant les tribunaux révolutionnaires. Tribunaux, commissions, enfin ça avait des différents noms, mais pour nous, c'est des tribunaux révolutionnaires. Il cite également donc l'article 6, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupements des révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux qui auront des grades dans ces attroupements, et ceux qui seraient convaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage, subiront la peine de mort. Quant aux autres détenus, ils demeureront en état d'arrestation, et il ne sera statué à leur égard qu'après un décret de la Convention, qu'un décret de la Convention sur le compte qui lui en sera rendu. Déjà, il y a déjà quelques nuances avec la fin de l'article 6. Mais alors, le plus important, c'est évidemment l'article 9, que M. Secher se regarde bien de citer. Les commandants de la force publique feront incessamment publier une proclamation portant injonction à tous les rebelles de se séparer et de mettre bas les armes. Ceux qui auront obéi et seront rentrés dans le devoir au terme de la proclamation et dans le délai de 24 heures ne pourront être inquiétés ni recherchés. Ceux qui livreront les chefs ou auteurs et instigateurs des révoltes, dans quelque temps que ce soit, avant néanmoins l'entière dispersion des révoltés, ne pourront être poursuivis, ni les jugements rendus contre eux mis à exécution. Et ceci est un amendement de Lanjuiné. Je finis quand même alors ça c'était le passage important, mais je finis quand même l'article pour être quand même complet. Les personnes désignées dans la première partie de l'article 6 ne pourront profiter des dispositions du présent article, et elles subiront dans tous les cas la peine portée par la présente loi. Donc on voit bien quand même que, bien que la Convention voue effectivement à la mort les responsables de la rébellion, tout le monde n'est pas voué à la mort. Les suiveurs, les gens qui ont été entraînés, etc., eux ont la possibilité de sortir de la révolte. Et bon, donc, alors effectivement, M. Secher ne dit pas que la logique génocidaire se met en place à ce moment-là. Mais quand tu nous dis que la Convention ferme d'entrée la porte, l'article 9 dit le contraire. Hein. Bon. Je précise d'ailleurs que là, je vais citer des documents qui recouvrent différents thèmes. Celui-ci fait partie de ce que j'appelle comment j'ai appelé ça une ouverture. Comment j'ai appelé ça déjà une chance d'en sortir. Voilà. Alors, on a
documents qui portent donc sur ce thème-là, une chance d'en sortir. D'autres documents qui portent sur le thème distinction, donc distinction entre les rebelles et les autres, et d'autres qui portent sur le thème évacuation. Le problème, c'est que comme tous ces thèmes se mêlent un peu, j'ai décidé de présenter tous les documents dans l'ordre chronologique, ce qui est d'ailleurs plus simple. Et bon, tout se complète, tout. Bon, donc, autre loi. Alors là, pareil, je ne vais faire que citer des extraits. C'est une proclamation du 27 mars, faite à Fontenay-le-Peuple, donc Fontenay-le-Roi, je crois, dans le nom actuel, ou le nom ancien, par Carat, commissaire dans les Deux-Sèvres et la Vendée. Non. De Fontenay-le-Peuple, Carat, commissaire dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée, écrit au comité de défense générale, qui deviendra plus tard le comité de salut public, et joint à sa lettre, donc l'extrait suivant, la proclamation aux habitants de ces départements que lui et son collègue Auguis viennent d'arrêter. Donc c'est une proclamation de Carat et Auguis. Donc proclamation du commissaire de la Convention nationale dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée. Nous venions vous annoncer que les recrutements sur vos côtes seraient destinés en très grande partie à la garde de ces mêmes côtes de votre propre pays. Nous vous annonçons aujourd'hui que la Convention nationale, dans son auguste sagesse, a supprimé les droits de patente et que bientôt elle s'occupera de modifier la contribution mobilière pour les habitants des campagnes. Si tant de bienfaits ne dessillent pas les yeux des hommes égarés, alors la nation développera dans ces contrées toute sa puissance et sa justice. Nous invitons en conséquence les bons citoyens des villes, des campagnes et de l'armée à nous dénoncer ceux qui se rendraient coupables de la manœuvre des fausses nouvelles. C'est une proclamation en fait contre les malveillants qui diffusent des fausses nouvelles. Mais bon, on voit bien que il parle d'hommes égarés. Ne disent pas ce sont nos ennemis, il n'y a pas de haine. Des hommes égarés, il les appelle à rentrer, on pourrait dire, dans le droit chemin. 16 avril 93. Alors là, c'est un arrêté du comité de salut public. Le comité a arrêté qu'il sera proposé à la Convention nationale de décréter qu'il sera sursis dans les départements de l'Ouest au jugement et à l'exécution des coupables pris les armes à la main ou dans les attroupements des révoltés jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli et que les révoltés soient soumis. Donc, le comité propose un décret, personnellement je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ce décret est passé ou non, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, encore une fois, ça va totalement à l'encontre de ce que disait M. Sécher, que la République aurait fermé d'entrée la porte rebelle et les aurait voués à la mort. Alors là, par contre, un document très important, alors que je ne connaissais pas, qu'il va falloir quand même que je lise, peut-être pas entièrement, mais en tout cas assez longuement, c'est une circulaire du 7 mai 93, qui a en 3 parties. La deuxième partie porte spécialement sur les représentants dans les départements de l'Ouest. Titre 2, des fonctions des représentants du peuple relatives aux armées, des côtes maritimes, aux forces navales, aux ports et aux côtes. Le premier devoir et le plus pressant des représentants du peuple députés pour les armées des côtes de l'océan est de concourir de tout leur pouvoir à éclairer des citoyens égarés, à dissiper des rebelles, à faire punir des brigands, des chefs de révoltés, et à rendre à la patrie des citoyens que la séduction, l'ignorance et les préjugés en ont séparés. Les représentants du peuple autoriseront l'enlèvement et le dépôt dans des lieux de sûreté des femmes, des enfants. Alors, ensuite, ça continue des bestiaux, des grains, des denrées, des meubles et des effets des révoltés, pour les préserver des horreurs de la guerre, pour éteindre le feu de la guerre civile, en lui ôtant tout aliment, si les généraux proposent cette mesure et la croient nécessaire. Mais ils recommanderont aux soldats de la patrie qui se trouveront de cette expédition le respect pour le malheur et l'infortune. Ils avertiront que toute violence, toute infidélité serait un attentat flétrissant et digne du dernier supplice. Ils feront publier des adresses et des proclamations pour justifier la sévérité des mesures que l'état de guerre commande, assurer l'inviolabilité des dépôts et annoncer à tous ceux qui se trouveront momentanément privés de leurs effets qu'ils leur seront rendus aussitôt qu'ils auront posé les armes et qu'ils seront rentrés dans le devoir. Bon, ça continue comme ça, mais vraiment, donc le passage important, l'idée importante, c'est les représentants du peuple autoriseront l'enlèvement et le dépôt dans des lieux de sûreté des femmes, des enfants. C'est un thème qu'on va retrouver après.
Et on voit bien que, donc là, il y a bien la distinction entre éclairer des citoyens égarés, à dissiper des rebelles, à faire punir des brigands. « 18 mai 1993. Le comité a adopté un projet d'adresse aux citoyens égarés des départements de l'Ouest. Le citoyen Barrère s'est chargé de la présenter à la Convention nationale. » Encore une fois, on dit bien des citoyens égarés. La dite proclamation est adoptée le 23 mai. Et elle a pour titre la Convention nationale aux citoyens des départements troublés. Jurez de ne plus employer vos armes que pour la défendre, la République. De purifier par ce noble usage ces armes que la rébellion, le crime ont souillées. Montrez-nous par votre haine pour la royauté, digne de reprendre le nom de Français. Alors vous ne trouverez plus que des frères dans la République entière qui s'arment à regret pour vous punir. Donc je crois que tout est dit. Hein. On s'arme à regret pour vous punir, mais arrêtez ce combat et vous redeviendrez nos frères. On n'est pas vraiment dans une logique génocidaire. Le 23 mai, de Nantes, Merlin et Sévestre, représentant l'armée des côtes de Brest, envoient au comité le procès-verbal de leurs opérations et diverses pièces, dont une proclamation pour engager les citoyens à quitter les révoltés. Alors ça, c'est une analyse qu'on trouve dans le supplément 1, page 269, mais je n'ai pas le texte, mais donc pour engager les citoyens à quitter les révoltés. Donc il y a bien une différence entre les révoltés, les citoyens. 12 juin. Là, cette fois-ci, c'est une lettre des représentants du peuple, Mazade et Garnier, de La Rochelle. Donc Mazade et Garnier, représentant l'armée des côtes de La Rochelle, écrivent au comité de salut public. Donc là, je donne un extrait. Et le passage important. Il faut, à mesure que nous avancerons dans le département, dans le pays insurgé, brûler les moulins, enlever les hommes, femmes et enfants, et les placer dans l'intérieur de la République. Les placer, pas les exterminer, les placer, car ce sont ces femmes, ces vieillards et ces enfants qui nous font le plus de mal, soit parce qu'ils alimentent eux-mêmes l'armée ennemie, soit parce que sous prétexte de vendre leurs denrées, ils viennent jusqu'au milieu de nous connaître nos mouvements et nos forces. Et nous devons vous le dire, vous ne réduirez ce pays qu'en déportant la génération actuelle dans d'autres points de la France et en le repeuplant d'hommes nouveaux. Alors ça, c'est un thème qu'on va trouver souvent. Donc il y a deux raisons. On est dans le cadre d'une guerre civile. L'armée régulière, qui va quand même mettre un certain temps pour arriver, est confrontée à une population et elle ne sait pas qui est l'ennemi. Une tactique classique, c'est donc d'ordonner aux gens qui ne veulent pas être pris entre deux feux, d'évacuer. Alors là, il y a une autre raison, c'est qu'effectivement, ils considèrent que ces gens-là aident les révoltés, aident les rebelles. Et comme ils considèrent qu'ils les aident, ils leur disent ils envisagent, eux, de les évacuer. Pas de les exterminer, de les évacuer. Bon. Une lettre, cette fois-ci, du 22 juin 1993, de Niort. Auguste Lecointe-Puyraveau et Jacques Panvillier, représentant l'armée des côtes de La Rochelle, écrivent au comité de salut public et demandent notamment que la Convention publie un décret distinguant entre les rebelles, les coupables et les simples égarés. Ils demandent un décret distinguant entre les rebelles, les brigands, les coupables et les simples égarés. Donc on voit que c'est déjà un thème qu'on a retrouvé plusieurs fois dans d'autres documents. Ce document se trouve donc tome 5, page 56, et on ne le trouve que sous cette forme d'analyse. Le 6 juillet, une proclamation, cette fois-ci des représentants en mission, signée par Richard Chaudieu-Bourbotte et Thureau. Thureau, je précise que c'est le cousin du futur général de triste mémoire, donc ce n'est pas c'est son homonyme. Donc proclamation des représentants en mission du 6 juillet annoncée au comité et à la convention le 12 juillet. Les représentants du peuple près l'armée des côtes de La Rochelle aux habitants des campagnes. Alors, encore tous ces documents-là, vous les trouverez sur mon blog. J'ai publié une page qui s'appelle L'imposture du génocide vendéen. Et vous trouverez ces documents, soit in extenso, soit des extraits beaucoup plus longs, sur mon blog. Là, je ne peux pas tout lire, ce serait vraiment trop long. Et donc, dans ce document-là, on trouve cet extrait qui rejoint encore une fois dans l'esprit tout ce qu'on vient de lire. Nous tendrons, nous ouvrirons nos bras à tous les citoyens égarés qui reviendront à nous. Nous protégerons de toutes nos forces leurs familles, leurs biens et leurs personnes. Ben,
toute personne qui revient à nous, on le protégera. On protégera ses biens, sa famille et sa personne. Alors, c'est une proclamation qui a été faite le 6 juillet, que les représentants du peuple transmettent à la Convention le 12 juillet. Et Tallien et Bourbotte et Tallien écrivent ce même jour, 12 juillet, donc cette phrase, « Nous n'oublierons rien pour ramener à la patrie ceux qui ne sont qu'égarés ». Voilà. C'est l'esprit de la proclamation. Alors, encore une fois, c'est une lettre un peu plus longue, que vous trouverez à peu près in extenso sur mon blog. Alors, cette fois-ci, c'est la proclamation que je viens de lire, c'est Archives parlementaires, tome 68, page 676. Et cette lettre-là, la lettre de Bourbotte et Tallien, c'est supplément 1, page 429. Le problème des suppléments, c'est qu'on ne les trouve pas sur Internet. Il faut aller dans des bibliothèques particulières, c'est pas facile à trouver. Donc c'est pour ça que souvent, les documents issus des suppléments, je les cite longuement. Alors là, on en arrive au fameux arrêté du 26 juillet 1993, qui est porteur pour M. Sécher de l'esprit génocidaire. Bon. Et donc celui-là, cet arrêté étant important, je vais le lire, je vais essayer de le lire en entier. D'après la lecture des dépêches des représentants du peuple près l'armée des côtes de La Rochelle et des administrateurs d'Indre-et-Loire en date des 19, 20, 21 et 23 juillet, le comité a arrêté les mesures suivantes pour être exécutées sur le champ par le conseil exécutif. Il sera procédé à l'épurement de l'état-major de l'armée des côtes de La Rochelle et des commissaires des guerres pour y substituer des officiers généraux et des commissaires d'un patriotisme prononcé. Les généraux de l'armée des côtes de La Rochelle tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres et ceux qui jettent les armes et vendent leurs habits, loi du 28 mars. L'organisation des compagnies des pionniers et des ouvriers sera accélérée, ils seront choisis dans les communes les plus patriotes. Les généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs et de chasseurs intrépides. Il sera envoyé par les ministres de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts. Sachant que le problème de la Vendée, c'était que c'est une région de bocage et que la végétation servait aux rebelles pour se cacher. Et donc, dans toute la guerre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'annuler les avantages de l'ennemi. Bon, voilà, donc, en l'occurrence, là, on essaie de brûler les bois, etc. Les forêts seront abattues, les repères des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers pour être portées sur les derrières de l'armée et les bestiaux seront saisis. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur, il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté avec tous les égards dus à l'humanité. Il sera pris des mesures par le ministre de la guerre pour préparer tous les approvisionnements d'armes et de munitions de guerre et de bouches de l'armée, qui, à une époque prochaine, fera un mouvement général sur les rebelles. Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l'armée sera réorganisée et qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée donc au sens militaire, au sens de Vendée militaire, les représentants du peuple se concerteront avec les administrations des départements circonvoisins qui se sont maintenus dans les bons principes pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes et faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis l'âge de 16 ans jusqu'à celui de 60, ce qui en vérité ne sera pas exécuté. Il y aura des levées, souvent même spontanées de citoyens dans les régions proches, mais je n'ai pas l'impression que cette partie-là ait été exécutée. D'ailleurs, même il y a un arrêté du comité pour justement dire aux gens qui se sont levés dans le cadre de cette réquisition, qui n'ont pas d'armes, ils seront invités à rentrer chez eux. Je pourrais retrouver l'arrêté, mais là, effectivement, comme ce n'est pas suivi, je ne l'ai pas sous la main. La loi qui expulse les femmes de l'armée sera rigoureusement exécutée, les généraux en demeurent responsables. Les représentants du peuple et les généraux veilleront à ce que les voitures d'équipage à la suite des armées soient réduites au moindre nombre possible et ne soient employées qu'au transport des effets et matières strictement nécessaires. Les généraux n'emploieront désormais
pour mot d'ordre que des expressions patriotiques et que les noms des anciens républicains ou des martyrs de la liberté et dans aucun cas les noms d'aucune personne vivante. Le présent arrêté sera envoyé sur le champ au conseil exécutif, au ministre de la guerre et aux représentants du peuple près l'armée des côtes de La Rochelle, signé Prieur de la Marne, Barrère, héros pour héros de Seychelles. Et donc c'est un arrêté qu'on trouve tome 5, page 371, c'est le numéro 1. Déjà, donc on voit qu'on retrouve dans cet arrêté des mesures par rapport aux femmes et aux enfants, ce qui n'est pas une nouveauté, ce n'est pas donc une formule de style, puisque c'est déjà ce qu'on trouve dans la circulaire du 7 mai, c'est déjà une proposition qui a été faite par les représentants en mission. Et M. Sécher arrive quand même à nous dire que c'est le génocide. Bon, un génocide au cours duquel on fait évacuer les femmes, les enfants et les vierges de l'ennemi. On ne parle pas des hommes parce que les hommes sont soit dans un camp, soit dans l'autre. Non, je ne vois pas comment on peut parler de génocide. Cet arrêté est proposé à la Convention qui le décrète le 1er août, sur un rapport de Barrère, et ce jour-là, Barrère fait ajouter 2 articles à cet arrêté, un qui sera l'article 1er, et le deuxième qui sera le dernier article, qui sera l'article 14. Le premier article, c'est celui par lequel la Convention envoie l'armée de Mayence en Vendée. Alors je vais quand même le lire, comme ça au moins on ne pourra pas dire que j'oublie des choses. Le ministre de la Guerre donnera sur le champ, donc article 1, article 1er, le ministre de la Guerre donnera sur le champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence, alors là c'est moi qui précise, ayant capitulé avec les honneurs devant les Prussiens le 23 juillet, soit transportée en poste dans la Vendée. Il sera mis à cet effet à la disposition du ministre de la Guerre 3 millions pour l'exécution de cette mesure. Bon. Il y a une guerre, on envoie des troupes. Ça paraît totalement légitime, de mon point de vue. Article 14. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République. Il en sera distribué une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie et des pertes qu'ils auront souffertes. Des citoyens, en l'occurrence des citoyens du coin. Donc, un génocide, on distingue quand même les gens du coin, des gens qui sont fidèles à la République, des gens qui la combattent. Pour un génocide, ça me paraît un peu bizarre. Donc, d'ailleurs, Renan Sécher cite beaucoup cet arrêté, notamment page 55. Alors, il insiste, ça lui paraît étonnant que l'arrêté du comité de République ait été décrété mot pour mot par la Convention. Bah oui, c'était le travail du comité de préparer le travail, de lui présenter des arrêtés pour qu'elle les décrète. Bon. Évidemment, le document suivant, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un décret de la Convention. La Convention adopte le projet de décret présenté par Jean-Bon Saint-André, membre du comité de République, avec l'article additionnel de Garnier de Sainte. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de salut public, décrète. Article 1er. Tout individu qui, dans les armées françaises, sera convaincu d'avoir mis sous les caissons de l'artillerie des mèches artificielles pour produire une explosion destinée à servir en même temps de signal aux ennemis et à répandre la terreur dans l'armée de la République, sera soumis à la peine de mort portée par la loi et fusillé à la tête de l'armée après la déclaration d'un jury civil nommé à cet effet. La Convention avait reçu des lettres donc, des représentants en mission dans lesquelles étaient rapportés des incidents de ce genre-là, et qui apparemment n'étaient pas les premiers. Mais ce qui est important dans ce décret, c'est l'article 2. Alors là, vous allez tomber des nues. Article 2, la même peine, donc de mort, sera appliquée contre tous ceux qui se seront rendus coupables de viol ou de pillage sur les propriétés des citoyens. La Convention décrète la peine de mort pour ses propres soldats qui se sont rendus coupables de viol et de pillage. Bon. 21 septembre 1993, une proclamation des représentants en mission. D'ailleurs, Renan Sécher cite cette proclamation et l'attribue au comité de salut public. Donc, elle est des représentants en mission. On trouve l'original aux Archives nationales dans le carton AF2 268, dossier 2255. Donc lui, il la cite, page 58. Est-ce qu'on la trouve dans Rollard? Je ne sais pas. En tout cas, bon, il la cite quand même 8 pages. On peut la trouver au moins dans Sécher. Et évidemment, on la trouvera dans mon livre La guerre de l'Ouest.
Donc le 30 septembre de Nantes, les représentants de l'armée des côtes de Brest, Gillet, Ruel et Philippot signalent au comité de salut public que l'incendie des repères des brigands commençait à introduire dans l'armée l'amour du pillage, et le pillage a mené les défaites, parce qu'un soldat chargé de butin ne voulait ou ne pouvait pas se battre. Ils ont donc fait 2 proclamations, dont une le 21 septembre que voici. On vient de voir qu'il y a un décret qui punit de mort les pillards. Donc, proclamation des représentants du peuple, enfin des représentants en mission. Soldats, les repères des rebelles doivent être détruits, incendiés. L'asile du crime ne doit pas suer plus longtemps le sort de la liberté. Mais toutes les maisons dans le pays révolté n'appartiennent pas aux rebelles. Des citoyens qui sont restés fidèles à la République sont aujourd'hui dans nos armées ou réfugiés dans nos villes, qui avaient aussi des propriétés, et la loi vous ordonne de les respecter. Donc, des citoyens qui sont restés fidèles à la République, qui sont aujourd'hui dans nos armées ou réfugiés dans nos villes. C'est la même population. Car il ne faut pas croire d'ailleurs que... C'est vrai que ça a été un mouvement populaire, mais tout le monde n'a pas rejoint les rangs des rebelles. Et souvent, les rebelles ont forcé les gens à les suivre. On trouvera des documents qui en parlent. Et imaginez, vous avez quelques centaines de rebelles qui débarquent dans votre village, et vous disent tu viens avec nous ou on te tue. Bah, tu viens avec nous, hein, voilà. Ça s'est aussi passé comme ça. Donc tout le monde n'était pas pour la rébellion. C'est comme toujours, il y a souvent une masse de gens qui ne demandent rien à personne, qui demandent juste à vivre tranquillement, et ces gens-là sont pris en sandwich. Bon. Mais ces gens-là ne sont pas voués à la mort par la République. Je crois que encore un document qui me semble encore assez clair. Alors là, on arrive au fameux décret du 1er octobre. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, fait par Baer et décrète. Article 1er, alors je vais le lire parce qu'il est important. Article 1er, donc le département de la Loire inférieure demeure distrait de l'armée des côtes de Brest et est réuni à celle des côtes de La Rochelle, laquelle portera désormais le nom d'armée de l'Ouest. La Convention nationale approuve la nomination du citoyen de l'Échelle, général en chef, nommé par le Conseil exécutif pour commander cette armée. Article 3. La Convention nationale compte sur le courage de l'armée de l'Ouest et des généraux qui la commandent pour terminer d'ici au 20 octobre l'exécrable guerre de la Vendée. La reconnaissance nationale attend l'époque du 1er novembre prochain pour décerner des honneurs et des récompenses aux armées et aux généraux qui, dans cette campagne, auront exterminé les brigands de l'intérieur et chassé sans retour les hordes étrangères des tyrans de l'Europe. Ce qui choque, évidemment, c'est exterminer les brigands. Si, évidemment, on croit que le terme brigand désigne l'ensemble de la population. Mais bon, je pense que j'ai déjà présenté assez de documents qui montrent que dans l'esprit des républicains, les brigands, ce sont les rebelles qui ont les armes à la main. Dans la foulée de ce décret, il y a une proclamation, soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Donc on retrouve le terme exterminé, les brigands exterminés, mais les brigands, encore une fois, ce n'est pas la population. Et d'ailleurs, les documents que je vais présenter par la suite prouvent qu'effectivement on ne peut pas interpréter le terme brigand comme l'ensemble de la population. Donc l'extermination, ce n'est pas un génocide. On est dans le cadre d'une guerre, on tue l'ennemi. Bon. Et l'ennemi, on l'appelle les brigands. 15 octobre 93, de Nantes, Ruel et Gillet, représentant l'armée de l'Ouest, demandent au comité de salut public s'ils peuvent distinguer les administrateurs et juges de Nantes, détenus pour avoir signé l'arrêté fédéraliste du 5 juillet, et les répartir en 3 catégories. 1. Les meneurs à condamner. 2. Les suiveurs ou égarés à garder à domicile. 3. Les patriotes à libérer. Donc là, je cite le document. Le comité de surveillance que nous avons chargé de prendre des informations sur la conduite des détenus, de tous les détenus,
vient de nous proposer un avis qui consiste à les diviser en 3 classes. Dans la première, ce sont ceux qu'on appelle les meneurs. Ils sont déclarés suspects et mis en état d'arrestation. Dans la seconde, ce sont ceux qui ont eu moins d'influence. Ils garderont les arrêts chez eux. Et on a rangé dans la troisième ceux qui sont de patriotisme reconnu et qui n'ont été qu'égarés ou forcés de signer. Alors là, c'est un document qui porte donc plus sur le cas des Nantais, mais on voit que c'est toujours la même logique. On distingue toujours entre les gens, les acharnés, les frères rebelles, et les gens qui ne sont qu'égarés. Alors là, c'est le document auquel je faisais référence tout à l'heure, qui invalide totalement l'interprétation du décret du 1er octobre comme étant un ordre de génocide. Donc c'est le 23 octobre. Au nom du comité de salut public, Barrère annonce à la Convention que la Vendée n'est plus, c'est-à-dire que la guerre de la Vendée est finie. La Convention a voulu, dit-il, que cette guerre fût terminée avant la fin octobre, et la guerre de la Vendée est terminée avant l'époque prescrite. Que s'est-il passé? En fait, il y a eu la bataille de Cholet, les rebelles ont été battus, et les représentants en mission ont écrit à la Convention et au comité que voilà, la guerre était terminée. Donc si la guerre est terminée le 20 octobre 1993, en tout cas ceux qui le croyaient, c'est que l'ordre du 1er octobre de finir la guerre et donc d'exterminer les brigands à cette date-là n'était pas un ordre d'exterminer la population entière, puisque la population, de toute manière, même au final, ne sera pas exterminée. Donc on ne peut pas interpréter l'ordre du 1er octobre comme un ordre génocidaire. Et donc là j'ai résumé un peu son discours. Et le décret. La Convention nationale décrète que les nouvelles de la destruction des brigands de la Vendée seront envoyées à toutes les armées et au département par des courriers extraordinaires et insérés dans les bulletins qui seront envoyés à toutes les communes et sociétés populaires. La Convention prend acte que la guerre de Vendée est terminée. Dans la foulée, le comité de salut public adopte une proclamation dans laquelle on peut lire ceci, donc même jour, le décret c'est Archives parlementaires, tome 77, page 450. Et donc, proclamation du comité de salut public, les défenseurs de la République viennent de détruire les rebelles de la Vendée, ils ont exterminé leur cohorte sacrilège, cette terre coupable a dévoré elle-même les monstres qu'elle a produits, le reste va tomber sous la hache populaire. En fait, ils pensaient que, bon, tout le monde n'était pas... tous les rebelles n'étaient pas tués, mais ils pensaient que quand même la guerre était finie, que bon, voilà. Donc on n'est pas, voilà. Là encore une fois, l'arrêté, le décret du 1er octobre ne peut pas être interprété comme un ordre de génocidaire, hein, puisque 20 jours après, bon, le comité de salut public et la Convention croient que c'est terminé. Bon. Et à ce moment-là, ils ne se sont pas dit, tiens, on a tué, on a massacré toute la population. Non. La proclamation donc, du comité, c'est tome 7, page 585, numéro 9. Alors là, je n'ai pas souligné de passage. Ce sont des arrêtés. Bon, ce sont les arrêtés. Alors, après la victoire de Cholet, il faut savoir que les Vendéens, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les Vendéens, mais les brigands, les rebelles, qui pour la plupart ne sont pas Vendéens, vont passer la Loire. Et va débuter ce qu'on appelle la virée de Galerne. Les rebelles, ils sont nombreux, ils sont entre 30 et 40 000. Alors, ils traînent effectivement des civils, des femmes, des enfants, mais il y a encore le noyau dur de l'armée, le noyau de l'armée. Ils ont de la cavalerie, des canons, des fantassins. C'est encore un corps imposant, auquel va d'ailleurs se rallier des insurgés, des rebelles de la région du nord de la Loire, et ils vont circuler, ils vont essayer de prendre un port pour tendre la main aux Anglais. Donc ils vont passer la Loire à Saint-Florent et remonter par Laval, à travers la Mayenne, jusqu'à Granville, où là ils vont être repoussés. Au passage, évidemment, ils vont écraser différents corps républicains. En fait, ils vont écraser tous les républicains qu'ils vont rencontrer. Mais pendant ce temps-là, donc le comité, lui, va rameuter des troupes. Donc, en l'occurrence, les arrêtés que j'ai sous les yeux, ce sont des ordres justement
pour faire cerner les rebelles par des troupes, donc mobiliser des troupes, les envoyer par-ci par-là, de ci de là. Bon, en soi, pour le sujet, ça ne présente aucun intérêt. Mais une autre arnaque, c'est de faire croire que écraser ces gens-là constitue en soi un génocide. 30-40 000 personnes, ce n'est pas la population de la Vendée, encore une fois. Ce n'est pas ni même de la Vendée militaire. Ce sont effectivement des ennemis qui ont des armes, qui veulent tendre la main à l'ennemi, à l'Angleterre, alors que une grosse crainte des républicains en ce moment-là, c'est précisément que l'Angleterre débarque. Et eux, ils veulent prendre un port pour le lui donner. Bon, donc on comprend bien qu'on ne peut pas laisser faire. Hein. Donc, voilà. Donc, si on veut interpréter, une des grosses arnaques, c'est d'interpréter ces arrêtés donc, qui rapatrient les troupes pour cerner l'ennemi comme étant génocidaires. Bon, à ce moment-là, tout acte de guerre est un génocide. Hein. Bon. Ah, une lettre, un document important, auquel je ferai référence un peu plus loin. Le 22 décembre 93, donc Garnier de Sainte, donc d'Alençon, Garnier de Sainte, représentant chargé de la levée en masse dans la Marche et l'Orne, signale au comité de salut public que les habitants des Sablés, de Sablés et des environs, qu'il avait appelé à se lever le 15 décembre, ont trouvé et tué en fouillant les campagnes plus de 1000 brigands et fait 200 prisonniers, des femmes et des enfants. Et là il écrit « On peut sauver à la patrie bien des êtres qui, trop jeunes pour avoir une volonté à eux, et ne pas oublier bientôt les fausses impressions que le fanatisme leur avait suggérées, peuvent devenir d'excellents patriotes sous l'œil des bons citoyens qui les élèveront. Quant aux femmes, je pense qu'on doit les juger, à moins qu'une loi de faveur ne les condamne à la réclusion. » En tout cas, pour les enfants, il s'agit de les faire adopter. Les femmes, en l'occurrence là, ce sont les femmes qui auront suivi les rebelles. Donc ce ne sont pas des femmes qui sont restées chez elles dans leur foyer, c'est des femmes qui ont suivi les rebelles. Bon. Donc. Mais déjà, vouloir épargner les enfants, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une logique génocidaire. Alors là, document important qui n'entre pas tout à fait dans le cadre de mes documents, ce sont les consignes du général Turreau du 19 janvier 1994. Cette instruction renferme des dispositions forçage sur la discipline et la marche des troupes, mais le texte ci-dessous, donc tiré de l'ouvrage de Savary, Guerre des Vendéens et des Chouans, ne contient d'après l'auteur que les ordres de destruction. Bon, c'est un peu dommage pour pouvoir juger des ordres donnés par Turreau s'il n'y a que les ordres de destruction. Mais, pourtant, donc, tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées, mais aucune exécution ne pourra se faire sans que le général l'ait préalablement ordonné. Alors, encore une fois, tout ce qui a trempé dans la révolte, passé au fil de l'épée, de la baïonnette. Déjà, il y a déjà une première nuance, les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées, mais aucune exécution ne pourra se faire sans que le général l'ait préalablement ordonné. Par contre, il ne sera fait aucun mal aux hommes, femmes et enfants en qui le général reconnaîtra des sentiments civiques et qui n'auront pas participé aux révoltes des brigands de la Vendée. Il leur sera libre d'aller sur les derrières de l'armée pour y chercher un asile ou de résider dans les lieux préservés de l'incendie. Toute espèce d'arme leur sera cependant ôtée pour être déposée dans l'endroit qui sera indiqué par le général. Donc, les ordres même de Turreau ne sont pas d'exterminer tout le monde. Les gens qui, a priori, sont inoffensifs ou patriotes seront évacués. Le problème, c'est qu'effectivement, sur le terrain, les choses ne sont pas passées tout à fait ainsi. Et nous le verrons dès le document suivant. Le prochain document, c'est une lettre de Brest du 22 janvier de Legnaud, représentant à Brest, au comité de salut public. Et il écrit ceci. Oui, il fallait détruire ce qui pouvait servir de repère aux brigands, et alors la propriété du patriote ne devait pas être plus respectée que celle du contre-révolutionnaire. Mais il ne fallait pas porter le fer, la flamme et la famine, le viol partout indistinctement,
Il ne fallait pas consommer en pure perte ce qui pouvait servir à alimenter les armées républicaines. Donc, ça c'est une des premières lettres d'un représentant en mission qui dénonce déjà, euh, pas forcément les ordres de Turreau, mais au moins leur exécution. Alors, un document qui est également... Alors, ce document-là, lui, c'est tome 10, page 383 dans les recueils de l'art. Un document qui est cité aussi à charge par Renan Secher, c'est un comité, c'est un arrêté. Alors là, il y a un arrêté et une lettre du comité de salut public du même jour, 6 février 1994. Les deux documents sont signés par Carnot. Le comité de salut public, délibérant sur la situation actuelle de la Vendée, arrête. Premièrement, il sera proposé à la Convention nationale de décréter, ce qu'elle fait le 10 février, que tous les... Ah oui, ça y est, je me rappelle pourquoi je souligne ce passage-là. Tous les citoyens des départements qui ont participé à la révolte de la Vendée et qui ne font point partie des troupes soldées seront tenus de déposer sous 24 heures leurs armes à feu, de quelque espèce qu'elles soient, entre les mains des agents nationaux, et ceci entre celles de l'autorité militaire dans l'espace d'une décade. Les citoyens ou agents nationaux réfractaires à cette loi seront punis de mort par une commission militaire. Là, il est important de bien sentir que le comité offre une porte de sortie aux rebelles. Ceux qui déposeront les armes, en tout cas c'est l'intention du comité, ceux qui déposeront les armes dans le délai d'une décade, ne seront pas, eux, punis de mort. Donc, génocide, quand on n'a pas l'intention de punir les gens de mort, c'est qu'on n'est pas dans une logique génocidaire. L'autre document, c'est une lettre en réponse à Turreau, justement. Moi, je soutiens que Turreau a mis au point son plan des colonnes infernales, il a divisé son armée en 12, il l'a mis au point tout seul. Il a donné des consignes, il a fait savoir ça au comité de salut public, mais qui ne lui a pas répondu. Donc, Turreau insiste, et finalement, le comité lui répond. Tu te plains, citoyen général, de n'avoir pas reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures. Les mesures en elles-mêmes. Après l'exécution, c'est encore autre chose. Mais éloigné du théâtre des opérations, il attend les grands résultats pour se prononcer dans une matière sur laquelle on l'a déjà trompé tant de fois, aussi bien que la Convention nationale. Les intentions du comité ont dû être transmises par le ministre de la Guerre. Nous nous plaignons nous-mêmes de recevoir trop rarement de tes nouvelles. Extermine les brigands jusqu'au dernier, voilà ton devoir. Nous te prescrivons surtout de ne pas laisser une seule arme à feu dans les départements qui ont participé à la révolte et qui pourraient s'en servir encore. Armes-en les soldats de la liberté. Nous regardons comme traîtres tous les généraux, tous les individus qui songeraient au repos avant que la destruction des rebelles soit entièrement consommée. Mais encore une fois, recueille toutes les armes et fais passer ici sans délai toutes celles qui ont besoin de réparation. Nous t'envoyons un arrêté propre à seconder tes vues. Alors on a vu que, je n'ai pas cité ce passage-là, mais dans l'arrêté précédent, il est effectivement question de récupérer les armes. Donc, le 6 février, le comité ordonne, demande aux révoltés de déposer leurs armes. On a vu que plus haut que Turreau avait lui aussi ordonné de désarmer les gens, et le comité lui écrit surtout désarme les gens. Et on t'envoie un arrêté, en l'occurrence celui-là, qui favorise, comme il est dit dans la lettre, les consignes de Turreau. Alors, encore une fois, dans cette lettre, on trouve extermine les brigands jusqu'au dernier. Tout réside dans la question que signifie le terme brigand. Moi, je l'ai déjà dit, et je l'ai montré, le terme brigand, c'est bien les rebelles, ce n'est pas la population. Ou alors là, c'est encore un autre arrêté qui serait important de lire, mais qui est vraiment très long, et qui n'apporte pas finalement grand-chose à notre discussion. C'est l'arrêté par lequel les citoyens, les députés Hens et Garot sont envoyés en mission. Garot, qui est important, parce qu'il a un des derniers documents que je présenterai, est le rapport de Garot, justement, sur sa mission en Vendée.
sur les colonnes, on en est donc toujours quand même aux colonnes infernales et à Tureau. Donc le comité n'a pas mis au point le plan des colonnes. Le comité a répondu à Tureau qu'il attendait de voir ce qui se passait. Et il est dans l'exploitative. On a déjà tellement trompé le comité de la convention que maintenant on attend de voir ce qui se passe. Mais dès le 12 février, Barère fait décréter donc l'envoi de Hentz et Garot à l'armée de l'Ouest, suite au rapport dont je vais lire un extrait, dans lequel il dénonce la conduite des colonnes de Tureau. Granville, Angers, Le Mans, Chantonnay, la Loire même furent les vastes tombeaux des rebelles. Depuis, les triomphes de nos armées sur Bouin le 6 décembre, Noirmoutier le 3 janvier et les restes infects de l'armée de Charette durent rassurer les esprits et la République reprenait en même temps des forces sur les bords de la Méditerranée et du Rhin. Les troupes nationales n'avaient plus qu'à évacuer les subsistances de la Vendée, en comprimer les faibles populations nées pour la révolte, en désarmer les habitants et y former une administration militaire et révolutionnaire jusqu'à la paix. Il fallait ensuite y porter de la cavalerie propre à exterminer les brigands, faire passer aux Pyrénées une partie de l'artillerie inutile ou plutôt dangereuse et transporter sur le bord de l'océan une grande partie de l'infanterie. Ces diverses vues ont été remplies par le comité de salut public, par différents arrêtés, et ils se reposaient sur l'exécution, sur la gloire des généraux, sur la gloire que les généraux avaient obtenue en détruisant les rebelles, et encore sur la volonté constante de la Convention de faire obéir aux mesures du gouvernement national. Il se reposait surtout, pour les mesures de l'intérieur de la Vendée, sur l'esprit et les termes des décrets qui ordonnent de détruire et d'incendier les repères des brigands, et non pas les fermes et les demeures des bons citoyens. Il espérait surtout que l'armée de l'Ouest, fidèle aux maximes et aux ordres du gouvernement national, ne disséminerait jamais ses forces et s'occuperait bien plus de détruire le noyau des rebelles et les rassemblements des brigands, qui pouvaient se former de nouveau, que de sacrifier les habitations isolées, les fermes utiles et les villages fidèles ou non dangereux. Voilà. Jamais on a ordonné de détruire, de s'attaquer aux gens, aux villages fidèles ou non dangereux, qui sont pourtant bien la même population. Hein. Bon. Donc, le 12 février 1994, au nom du comité de salut public et de la Convention, Barère condamne la conduite des colonnes de Tureau. Donc, ça n'a pas été décidé par le comité, ça n'a pas été spécialement approuvé par le comité, et ça a été condamné très rapidement, en fait, par le comité et la Convention. Peut-on attribuer ce qui s'est passé sur le terrain à la République? Personnellement, je réponds non. Autre lettre, donc, sur les colonnes infernales. Là, donc, quelques lettres, d'ailleurs, lettres arrêtées, il y en a pas mal, hein, sur les colonnes infernales, qui sont en fait au cœur de la question du génocide. C'est vraiment les colonnes de Tureau qui sont accusées d'avoir commis un génocide. Ceci étant, elles ne vont pas opérer pendant très longtemps, ça dure peut-être un mois, et on sait très bien qu'au final, ils n'ont pas massacré tout le monde. Même si le paysage était lugubre, désert, incendié dans tous les sens, les gens avaient été soit évacués, soit se cachaient, etc. Donc malgré tout, tout le monde n'a pas été tué. Mais donc, dès le 10 février, alors déjà on a vu une lettre là c'est encore une lettre de Lagniolo. Le 22 janvier, il avait déjà dénoncé les colonnes. Le 10 février, il remet ça. Donc le 10 février, de Brest, Lagniolo, représentant à Brest, écrit au comité de salut public qu'il vient d'apprendre que le général Turreau craint d'être attaqué par la Roche-Jacquelin. Il y a encore des brigands, et le projet de tout brûler et égorger en augmentera le nombre. Des patriotes viennent souvent lui demander, à Lagniolo, pourquoi on massacre les femmes et les enfants. Donc là, c'est une lettre que je n'ai qu'en analyse, que l'on a qu'en analyse, tome 11, page 158, mais qui effectivement laisse clairement entendre qu'il dénonce la conduite des colonnes qui massacrent tout le monde. Le 16 février de Poitiers, Ingrand et Brival, représentants dans la Vienne, rendent compte au comité de la guerre de Vendée. Bressuire est évacuée et ses magasins sont peut-être au pouvoir de l'ennemi. On égorge indistinctement femmes, enfants, vieillards, patriotes. Cette conduite les pousse au désespoir. Ils joignent 12 pièces contenant des nouvelles et des détails. Donc là, pareil, c'est une lettre qu'on a qu'en analyse, mais qui semble indiquer qu'ils dénoncent eux aussi la conduite des colonnes de Turreau. On est donc là le 16 février, les colonnes ont été dénoncées le 12 à la Convention par Barère.
Autre lettre du 5 mars de Poitiers, encore une fois, un grand signale au comité qu'il serait nécessaire que des représentants pour l'armée de l'Ouest se portassent sur les points menacés, car il paraît que plusieurs commandants étaient, semble-t-il, accusés d'avoir exercé la plus grande cruauté envers les malheureux patriotes qui se jetaient dans les bras de leurs frères d'armes pour éviter la fureur des brigands. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des gens qui sont coincés, qui sont vraiment pris en sandwich, quoi. Et là, donc pendant un certain temps, avec les colonnes infernales, ces gens-là, les colonnes vont effectivement massacrer tout le monde. C'est une réalité que personne ne nie, mais cela a-t-il été ordonné par la République? Ça s'est produit, ce n'est pas pour autant que ça a été ordonné. Bon. Ah, on touche à des lettres très très importantes, parce qu'elles émanent, parce que déjà elles sont importantes par leur violence, et par le contraste qu'elles offrent avec l'arrêté que vont prendre ses propres auteurs. Enfin, leurs propres auteurs. Donc le 19 février de Nantes, Garot, Hentz et Franck Castel, représentant l'armée de l'Ouest, écrivent au comité de salut public. Le général en chef nous a promis de les détruire tous, donc les brigands. Mais il faut se faire une autre idée des rebelles que celle que l'on a eue jusqu'ici. C'est que tous les habitants qui sont à présent dans la Vendée sont des rebelles très acharnés. C'est que les femmes, les filles, les garçons au-dessus de 12 ans sont les plus cruels. Ils exercent des cruautés inouïes sur nos volontaires. Les uns sont coupés en morceaux et les autres brûlés, et ce sont des femmes qui commettent ces atrocités. Le petit mot important dans cette phrase, c'est qu'ils sont à présent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le reste de la population, elle, est partie, s'est réfugiée, comme il a été dit précédemment, ils se sont réfugiés, ils ont été évacués. Donc à présent, il n'y a plus que des rebelles acharnés. Et pourtant, le 20 février, Garot, Hentz et Franck Castel, à Nantes, arrêtent que les habitants du département de la Guerre, donc c'est-à-dire la Vendée, se retireraient à 20 lieues au moins. Alors on n'a pas cet arrêté directement, mais on le connaît de manière indirecte, notamment par un arrêté du comité de salut public du 19 mars. Le comité de salut public, voulant éviter l'affluence aux environs de Paris des réfugiés qui, en vertu de l'arrêté des représentants du peuple Garot, Hentz et Franck Castel, daté de Nantes le 20 de ce mois, c'est-à-dire de Ventose, 20 février, doivent s'éloigner à 20 lieues au moins du département de la Guerre, arrête que le conseil exécutif prendra sur le champ les mesures nécessaires pour que ces réfugiés ne puissent approcher de Paris à moins de 20 lieues. Garot, dans sa lettre, rappellera également cet arrêté. Donc, c'est-à-dire que les représentants qui écrivent les lettres les plus dures sont les mêmes qui ont arrêté de faire évacuer la population. Bon, comment peut-on parler de génocide, encore une fois, quand les gens qui sont accusés de génocide ont eux-mêmes ordonné l'évacuation de la population qu'ils sont accusés d'avoir génocidé? Lettre du 26 février de Nantes, de Hentz et Franck Castel. L'arrêté que nous venons de prendre relativement aux réfugiés va être disséminé, et tous ceux qui ne sont pas les forcenés incorrigibles, les faibles, les mitoyens, en profiteront et se retireront dans l'intérieur. Vous voulez faire une déportation des habitants de ce pays? La voilà exécutée d'avance. Il ne restera plus qu'à prendre des mesures pour faire un sort aux Vendéens dispersés dans la République, pour les indemniser même généreusement, de sorte que tout à la fois nous trouverons les moyens de purger plus facilement la Vendée en détruisant ce qui va rester, et de disperser dans la République des gens qu'il sera toujours dangereux de laisser ensemble. Jamais les femmes de ce pays ne deviendront raisonnables, c'est surtout elles qu'il faut expatrier. Expatrier, ce n'est pas exterminer. Un génocide, on ne fait pas évacuer les gens, on les extermine. Les réfugiés, on ne les fait pas refluer à telle distance, on les extermine. Bon. Arrêté du comité de salut public le 27 mars, adressé donc au même, c'est pas un arrêté, c'est une lettre. Lorsqu'il se fait par vos ordres, citoyens collègues, des émigrations de citoyens de la Vendée, vous devez dans votre sagesse aviser aux moyens de leur assurer dans les départements où ils passent et où ils arrivent les moyens de subsistance, et ces moyens les extraire des départements d'où ils sortent. Tome 12, page 226.
Le 24 avril, le comité arrête. Le comité de salut public arrête que les représentants du peuple à l'armée de l'Ouest prendront les précautions nécessaires pour que les citoyens qui, en exécution de leurs arrêtés, sortent du département de la Vendée et de ceux environnants, ne puissent se porter vers les points des côtes maritimes qui sont voisins de ces mêmes départements. Le 25 avril, le comité de salut public écrivit à Hens, Francastel, Thureau et Garot, représentants à l'armée, représentants dans les départements de l'Ouest. C'est la suite en fait de cet arrêté. Il est une mesure importante, citoyens et collègues, que le comité de salut public vous invite à ajouter aux dispositions de vos arrêtés sur les réfugiés de la Vendée. Plusieurs se sont déjà retirés vers les côtes maritimes. Il pourra en résulter de très grands dangers au moment où la perfidie anglaise doit venir s'y briser. Éloignez-en tout ce qui pourrait y porter la contagion, présenté à ces lâches insulaires en motif d'espérance. Prévenez tout moyen de correspondance entre eux et les rebelles, dont la plupart des réfugiés pourraient n'être que des agents secrets. Prenez sur le champ toutes les mesures pour faire refluer dans l'intérieur tous les individus qui se trouvent atteints par vos arrêtés. Nos côtes ne doivent recevoir que des républicains éprouvés. Leur approche doit être interdit à tout ce qui peut offrir un caractère équivoque et douteux. On ne dit pas qu'il faut les exterminer, les massacrer. On dit qu'il faut les éloigner. Alors pour certains, c'est peut-être la même chose, mais pour moi, quand je lis, je n'y vois pas un caractère génocidaire. Je vois bien que c'est des gens qui essaient de faire la distinction, la part des choses, dans un contexte assez quand même difficile, où parmi les réfugiés, il y a des gens qui, effectivement, sont du parti des rebelles, espionnent pour eux, délivrent des renseignements. Donc on fait ce qu'on peut, voilà. 1er mars 1994. De Nantes, Garot, Hens et Prieur de la Marne, représentant dans le Morbihan et la Loire inférieure, et Francastel, représentant dans l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, écrivent au comité. Pour terminer cette guerre désastreuse, et qui sans de grandes mesures pourrait se prolonger encore longtemps, il n'y a d'autre parti à prendre que de faire exécuter le décret du 1er août, qui veut que les repères des brigands soient détruits, et que les femmes, les enfants, les vieillards et les subsistances soient portés sur le derrière des armées. Salut et fraternité, signé Garot, Hens, Prieur de la Marne, Francastel. Ah, je n'ai pas noté la référence là ici. On retrouve là ce qui a été dit depuis le départ, faire évacuer les femmes, les enfants, les vieillards. 6 mars 94, là c'était quand? C'était 1er mars, là on est le 6 mars 94, de Cholet, Hens, représentant l'armée de l'Ouest, et Francastel, représentant dans l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, écrivent au comité. L'opiniâtreté des habitants de ce pays est inconcevable. Malgré nos proclamations de se retirer, les facilités que nous donnons aux réfugiés, il y en a beaucoup qui restent. Cependant, notre mesure a produit le plus grand effet et il vient d'évacuer plus de 10 000 personnes de la Vendée. Donc les ordres ont été donnés et tant bien que mal, l'évacuation se fait. Le 9 mars, de Saumur, Francastel et Hens écrivent au comité. À propos de la première, c'est la première colonne, pour Chistofflet, qui a environ 1500 brigands réfugiés dans la forêt de Vézin, d'où ils se portent sur tout ce qu'ils peuvent rencontrer et forcent tout le monde à les suivre. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Les rebelles forçaient les gens à les suivre. D'où le terme d'égaré, d'où la distinction qui est souvent faite entre les gens, les chefs, les forcenés, et les gens qui sont entraînés dans la révolte. Dans cette même lettre, on trouve cette... Ah, mais décidément, elle est très très longue cette lettre. On trouve cet autre passage. Comme nous avons fait évacuer de Cholet et de l'intérieur plus de 6000 femmes et enfants qui étaient leurs espions, etc. etc. Donc l'évacuation se fait. La bonne preuve que la Vendée ne sera jamais redoutable, c'est qu'elle ne contient plus d'habitants qu'une quinzaine ou vingtaine de mille habitants de l'ancienne population qui devait être de plus de 160 000. Nous sommes sûrs d'avoir fait évacuer tout ce qui n'est point criminel dans ce pays. Tous les jours on en tue et à la fin, leur destruction est inévitable, mais ce sont les plus scélérats et les plus cruels des hommes. Il faudrait déclarer tout le pays confisqué à la République, sauf les indemnités aux réfugiés, et le nombre de ces réfugiés est très faible relativement au reste qui est coupable et qui a péri et qui périra. Ces réfugiés ne valent rien, ce sont des lâches en général. Il n'y a de réfugiés dignes d'intérêt que ceux qui se sont mis dans nos bataillons. Donc, on peut penser ce qu'on veut, mais on n'est pas dans une logique génocidaire. Il y a bel et bien une distinction faite entre les rebelles et les autres, femmes, enfants,
les égarés, les entraînés de force, ceux qui se sont mis dans les bataillons de la République, etc. etc. 18 mars 1794, de Nantes, Ernst Guéraud et Pierre de la Marne, représentant l'armée de l'Ouest, écrivent au comité de salut public. Tenez-vous bien en garde contre tous les rapports et les demandes qu'on vous fait par toutes les sociétés populaires, toutes les autorités constituées des Sables, de Fontenay-le-Peuple, de Niort, Luçon, même de La Rochelle, etc. Tous ces gens-là entravent les mesures qui, malgré eux, finissent pour toujours la malheureuse guerre de la Vendée. Tantôt ils s'opposent à ce qu'on brûle les repères des brigands, à ce qu'on leur ôte tous les moyens de subsister, en brûlant les moulins, en détruisant les fours et surtout en mettant sur les derrières, en faisant rentrer dans l'intérieur les femmes, les enfants, les vieillards, qui étaient tous les boulangers et les espions des brigands. Donc, on retrouve encore l'idée de faire évacuer la population, puisque c'est d'ailleurs eux qui ont pris l'arrêté. Cette fois-ci, une lettre qui va parler des chouans. C'est l'Agnelot qui, lui, est chargé d'ailleurs spécialement de s'attaquer aux chouans. 20 mai 1794. De Vitré, l'Agnelot, représentant dans la Mayenne et l'Île-et-Vilaine, écrit au comité de salut public. Évidemment, c'est une longue lettre, mais c'est toujours un extrait. Hein. Les chouans seront exterminés. J'entends les véritables chouans. Et une immense population et des riches propriétés seront à la République. Il ne coulera que le sang impur, et le sang innocent sera respecté. Je ne m'épargnerai en rien. Je parcourrai les villes, les campagnes, et j'espère trouver ici comme partout ailleurs que l'homme est essentiellement bon, et que pour le rendre méchant, il faut le tromper. Il ne coulera que le sang impur, et le sang innocent sera respecté. Donc, encore une fois, il fait bien la distinction. Alors là, un arrêté aussi très important, arrêté qui est du comité de salut public du lendemain, du 21 mai 1794. C'est un des arrêtés les plus longs, 20 articles, signé par Carnot, Coulet d'Herbois et Lindé. Il vise en fait à opérer la moisson, les récoltes en Vendée. D'ailleurs, une petite précision avant, parce que là il va être question du département Vendée. C'est le nom que Merlin de Thionville avait proposé à la Convention pour rebaptiser la Vendée le 8 novembre 93. Pourquoi le 8 novembre 93 ? Puisque c'est après la victoire de Cholet, et on se rappelle que la Convention a proclamé que la guerre de Vendée était terminée le 23 octobre. Ceci étant, la Convention n'a jamais décrété cette proposition. Le problème, c'est qu'elle a été quand même publiée dans le bulletin de la Convention comme si elle avait été décrétée. Alors l'erreur a été corrigée le lendemain, mais bon, voilà, donc, ça n'a jamais été décrété, mais de temps en temps on trouve des fois cette appellation. Donc, 21 mai 1994, le comité de salut public, voulant établir l'ordre et la sûreté publique dans le département Vendée, arrête. Premièrement, il sera fait, dans chaque commune du département Vendée, un recensement exact de toutes les familles et de tous les individus qui y sont domiciliés. Deuxièmement, chaque chef de famille déclarera ses propriétés ou la consistance et l'étendue de son exploitation, s'il est fermier ou locataire, le nombre de ses chevaux, bestiaux, équipages, charrues et charrettes, la quantité de grains et de boissons qui lui reste. Il remettra toutes ses armes à la disposition des agents de la République. Article 10. Il sera délivré des graines pour l'ensemencement des terres et pour la consommation ultérieure de chaque famille. Il sera tenu en compte pour chaque famille de sa récolte. Voilà, donc déjà, encore une fois, recensement de la population, on laisse des graines aux familles, on ne parle pas de les massacrer. On les recense et qu'il en reste. Pourquoi est-ce qu'il en reste? Alors, si le comité avait donné l'ordre de les massacrer, comme on l'a vu, il n'y a jamais eu d'ordre de massacrer la population elle-même. Donc, suite à ça, le comité de salut public fait nommer par la commission d'agriculture des agents pour exécuter ces mesures. Là, je lis l'instruction à ces agents. Ils sentiront bientôt que la mission qui leur est confiée est une des plus importantes dans les circonstances actuelles. Il ne s'agit pas moins que de conserver à la France, conséquemment à eux-mêmes, à leurs frères, une des plus belles récoltes qui ait jamais existé, de les soustraire à la rapacité des brigands intérieurs, d'assurer l'existence de la population immense des départements qu'ils désolent, et de prouver ainsi à l'Europe entière que le peuple français, toujours grand, toujours ferme, toujours énergique, ne laisse échapper à aucune des mesures de salut public qui lui sont présentées par la sagesse et l'humanité.
Les agents n'oublieront pas, sans doute, que la nature de leur mission leur impose un devoir qui doit être cher à leur cœur, celui de faire aimer et respecter la Révolution dans un pays si souvent trompé et dévasté par les contre-révolutionnaires. Assurer l'existence d'une population immense. Bon. Autre point d'ailleurs de cette instruction, aux agents, donc, ils conviendront ensemble, avant de se séparer, d'un mode uniforme de tableau pour la population. Enfin, ils doivent s'appliquer, en faisant preuve de fermeté, de justice et d'énergie, à démontrer qu'ils ne perdent jamais de vue les principes de l'humanité et toutes les vertus républicaines. Dans la foulée également, donc ça c'est le 4 juin, le comité, Biovaren, Nindé et Barrère arrête les ordres de marche des colonnes devant assurer la protection des récoltes. Alors c'est pas, là ce ne sont plus les colonnes de Turreau, ce sont les colonnes qui doivent, comme il est dit, assurer la protection des gens qui vont opérer les récoltes. Elles observeront la discipline la plus exacte, elles ne livreront aucun combat, elles ne feront aucune attaque qu'autant qu'elles apercevront des hommes rassemblés en état d'hostilité ou de rébellion. Le 21 juin, les agents de la commission d'agriculture et des arts, dans le département d'Angers, firent la proclamation suivante, qui fut abusivement interprétée comme une amnistie. Habitants de la Vendée, victimes malheureuses des prêtres et des nobles, la même grâce vous attend si vous rentrez dans le devoir. La République ne composera jamais avec des brigands, mais aussi elle sera constamment indulgente pour des hommes qui n'ont été que séduits ou entraînés par la violence. Hommes égarés ou intimidés par certaines mesures que le gouvernement n'a point autorisées, et là c'est sans doute une allusion aux colonnes de Turreau, la patrie vous ouvre ses bras. Rentrez dans vos foyers, continuez à cultiver vos champs, préparez-vous à moissonner vos abondantes récoltes, et soyez sûr que le gouvernement fermera les yeux sur le passé. On ne pensera plus au mal que pour chercher le moyen de le guérir. Rentrez donc avec sécurité dans vos foyers, remettez-nous vos armes, et nous vous donnons l'assurance la plus positive que vous ne serez point inquiétés. Si vous étiez sourds à notre voix, nous vous le déclarons, on ne verrait plus en vous que des ennemis irréconciliables, et on continuerait à vous faire une guerre à mort. Les généraux et commandants de la force armée sont chargés de faire respecter la personne et les propriétés. Ainsi, les habitants de la Vendée n'auront à craindre aucun excès de la part du soldat, mais aussi tout attroupement leur sera expressément interdit. S'ils contrevenaient au présent ordre, on emploierait la force pour les dissiper et les détruire. Chaque habitant rentrera dans le devoir, se rendra dans sa commune, il s'occupera là à cultiver paisiblement son champ, et jusqu'au moment où les colonnes des armées républicaines s'avanceront dans le pays, alors il sera ouvert un registre sur lequel se fera inscrire, et il sera employé aux travaux de la moisson, qui fait son espérance et celle de sa famille. Il sera instruit du jour où les agents arriveront dans sa commune, où il pourra les attendre avec confiance. Les agents déclarent que tous ceux qui ne seront pas inscrits sur ces listes seront traités en rebelles. Donc après c'est signé par tous les agents. 2 juillet 1994. Arrêté du comité de public signé par Carnot. Là, c'est un arrêté qui vise la discipline pour les armées. En 6 articles, dont l'article 5, à propos des généraux, ils seront responsables de l'indiscipline des troupes, ainsi que des actes d'inhumanité qui ne pourraient qu'aigrir le mal, au lieu d'y mettre fin. Le 13 juillet 1994. Alors, cette fois-ci, c'est une lettre de Beau représentant un Nantes. Quand je parle de distinction entre les brigands et le reste de la population, cette lettre contient une phrase on ne peut plus claire. Il faut protéger les patriotes, les paisibles cultivateurs. Il faut exterminer les brigands. Tome 15, page 153. Alors là, on arrive à une lettre très intéressante. C'est une lettre de Carnot, qui répond à qui d'ailleurs, qui écrit aux représentants à l'armée de l'Ouest. Je vais la lire en entier et vous comprendrez un peu pourquoi. Donc, 23 juillet, lettre de Carnot aux représentants à l'armée de l'Ouest. Nous vous renvoyons, chers collègues, une lettre des membres de la commission militaire séante à l'île de la Montagne, c'est-à-dire Noirmoutier, par laquelle vous verrez à quels excès de malveillance est porté l'abus d'une proclamation faite par les agents préposés à la surveillance des récoltes. C'est la proclamation que j'ai lue à l'instant.
Où donc a-t-on pris que le gouvernement voulait faire grâce aux auteurs, fauteurs et instigateurs des outrages faits à la souveraineté du peuple dans la Vendée? Hâtez-vous au contraire, chers collègues, de livrer aux glaives vengeurs tous les promoteurs et chefs de cette guerre cruelle, et que les scélérats qui ont déchiré les entrailles de la patrie reçoivent enfin le prix de leur forfait. Passage important. Les femmes, les enfants, les vieillards, les individus entraînés par la violence ne méritent sans doute pas le même sort que les monstres qui ont ourdi la révolte, qui l'ont servi de leur volonté comme de leurs bras, et l'on peut prendre à leur égard des mesures de sûreté moins rigoureuses. Mais ce serait abandonner le pays aux horreurs d'une guerre nouvelle, et la vie des patriotes à la merci des brigands, que d'user envers ceux-ci d'une indulgence absurde et meurtrière. Vous voudrez donc bien, sans perdre un moment, chers collègues, ordonner que la justice révolutionnaire reprendra son cours, et ne pas perdre de vue que nous n'avons qu'un seul but, celui de terminer enfin l'horrible guerre de la Vendée, objet dont on s'écarte également, soit par une lâche indulgence, soit par des exécutions qui, en frappant sur la faiblesse, ne pourraient que révolter la justice et l'humanité. Signé Carnot, tome 15, page 379. Alors ce document est intéressant, car il est signalé également par Reynald Secher. Reynald Secher, à la suite de la lettre de Garnier de Sainte du 22 décembre 1993, que j'ai lu un peu précédemment, qui porte, rappelez-vous, à propos qui porte sur les enfants que la République peut adopter et qui demande quoi faire des femmes. Reynald Secher écrit, donc, immédiatement à la suite de la lettre de Garnier de Sainte. Donc, c'est page 125 dans son livre, donc le mémoïcide. Aucune loi n'est prise en ce sens, quand Garnier de Sainte demande que faire des femmes s'il faut les juger comme lui le pense. Donc aucune loi n'est prise dans ce sens, et en conséquence, ces femmes partagent le sort commun des prisonniers, c'est-à-dire la mort. Lorsque le comité, par l'intermédiaire de Carnot, soulève enfin le problème des femmes, des enfants et des vieillards, le 5 Thermidor en 2, 23 juillet 1994, soit 5 jours avant la chute de Robespierre, leur sort est confirmé. Je répète, parce qu'il faut... c'est important. Lorsque le comité de salut public, par l'intermédiaire de Carnot, soulève enfin le problème des femmes, des enfants et des vieillards, le 5 Thermidor, soit 5 jours avant la chute de Robespierre, leur sort est confirmé. Donc d'après Reynald Secher, leur sort, c'est la mort. Cette lettre dit exactement le contraire. Les femmes, les enfants, les vieillards, les individus entraînés par la violence ne méritent sans doute pas le même sort que les monstres qui ont ourdi la révolte, qui l'ont servi de leur volonté comme de leurs bras. Et l'on peut prendre à leur égard, donc les monstres qui ont ourdi la révolte, des mesures de sûreté moins rigoureuses. Dans la lettre, dans ce document que Reynald Secher présente, par contre, il n'y a pas non plus, il manque la dernière phrase, il manque, du moins cette partie-là, objet dont on s'écarte également, soit par une lâche indulgence, soit par des exécutions qui, en frappant sur la faiblesse, ne pourraient que révolter la justice et l'humanité. Alors là, par ce document, on voit beaucoup de choses. On voit déjà la manière dont M. Secher inculpe Robespierre. Il n'y a rien dans son livre sur Robespierre. Pourtant, il ne cesse de l'accuser, et on voit les procédés dont il use, là, comme ici, donc, le 5 Thermidor, soit 5 jours avant la chute de Robespierre. Évidemment, il ne précise pas qu'en Thermidor, donc là c'est le 23 juillet, Robespierre ne participe plus au comité depuis le début du mois de juillet. Bon, c'est un peu dommage. La précision n'est pas inutile. C'est un document qui est encore signé par Carnot, quand moi je soutiens qu'effectivement c'est Carnot qui a géré cette guerre-là. Et d'ailleurs, quand je dis ça, ce n'est pas pour acculer Carnot, puisque de toute manière, même si ça avait été Robespierre, comme on le voit, il n'y a jamais eu de la part du comité de salut public une volonté génocidaire. Donc je dis que c'est Carnot, ce n'est pas pour rejeter la faute sur Carnot. Je prends simplement acte des responsabilités de chacun. Donc, moi je vous dis que cette lettre dit qu'il faut ménager les femmes et les enfants, contrairement à M. Secher qui dit que cette lettre les voue à la mort, et cette lettre est adressée donc à des gens. Ces gens l'ont reçue, et comment l'interprètent-ils? Comme moi, c'est étonnant. C'est un grand qui de Niort, le 5 août, répond au comité. D'après votre lettre du 5 du présent, Thermidor, 23 juillet, sur la réclamation de la commission militaire révolutionnaire établie à l'île de la Montagne, mon collègue Beau et moi avons pris l'arrêté 6 juin, donc j'y reviendrai après, et donné des ordres pour que les chefs des brigands détenus à Châlons fussent conduits de suite à la commission révolutionnaire.
Comme votre lettre prescrit de distinguer l'homme faible et trompé du véritable brigand, nous avons suivi votre vœu dans notre arrêté. Mais il se présente une difficulté dans l'exécution des mesures dictées par l'humanité et la justice. Que ferons-nous des enfants, que ferons-nous des femmes, enfants, vieillards et autres individus qui, n'étant point pris les armes à la main, ni en état de rébellion, ont cependant continué à habiter le pays révolté? Il nous a paru qu'il y aurait du danger à les laisser dans les lieux que pourraient encore parcourir les brigands, car ils pourraient devenir leurs victimes ou les servir. Les ferons-nous rendre dans les communes de leur district qui n'ont point été révoltées, et leur permettrons-nous d'y rester sous la surveillance des municipalités, ou les ferons-nous évacuer dans d'autres départements? Donc, il est bien clair que pour ces représentants, la lettre de Carnot ne dit pas qu'il faut les tuer. Il faut les ménager, et eux se demandent finalement qu'en faire. Les concentrer quelque part, les faire évacuer, ils se demandent qu'en faire. Mais il est bien clair qu'il ne s'agit pas de les tuer. Donc la lettre de Carnot, elle, est donc du 23 juillet, c'est donc 5 thermidors, et on arrive au 27 juillet, 9 thermidors, c'est la fin de Robespierre. Donc à partir de maintenant, tous les documents que je vais présenter sont postérieurs à Robespierre. Donc le 29 juillet, de Nantes, Beau, représentant à Nantes, qui vient de participer aux récoltes, écrit au comité de salut public. Je n'ai encore aucun détail sur la seconde expédition qui s'est faite, et qui dure peut-être encore sur la rive droite de la Loire. Je sais que partout ces brigands fuient, qu'on a peine à les atteindre, qu'ils se rallient dans les forêts, et je ne crois pas qu'on voit la fin de cette guerre sans régénérer en entier ce malheureux pays. Il n'y a pas un enfant, une femme, un vieillard qui ne servent les brigands. Je suis trop ennemi du sang pour dire qu'on égorge ces gens-là, mais si l'on ne tue pas tout ce qui est armé, et en même temps si l'on n'enlève pas le reste de tout âge et de tout sexe pour les disperser dans l'intérieur donc de la République, on aura de la peine à voir la fin de cette guerre. Et donc le lendemain, Beau et Ingrand arrêtent. Alors pareil, c'est un arrêté qui est assez long, pas en termes d'articles, mais long en soi, il n'y a que 5 articles. Donc je vais lire notamment l'article 2 et l'article 4. L'article 2. Tous les autres habitants du pays révolté qui n'étant point pris sous les armes peuvent être jugés dignes de participer au bienfait de la liberté, seront d'abord conduits au quartier général de l'armée de l'Ouest et employés provisoirement sous la surveillance des administrations et municipalités, aux travaux auxquels ils seront les plus propres, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur destination par le comité de salut public ou le représentant du peuple près l'armée de l'Ouest. Quatrièmement, les généraux et commandants sont particulièrement responsables de la conduite de leurs subordonnés. Ils donneront les ordres les plus précis pour qu'on n'ait jamais à reprocher aux soldats de la République et aux défenseurs de la liberté le pillage et l'incendie des actes de férocité. Ceux qui seraient assez dépravés et assez téméraires pour s'y livrer seront traduits devant les tribunaux militaires de l'armée de l'Ouest. 31 juillet de Nantes, Beau, représentant à Nantes, écrit 3 lettres au comité de salut public. Dans la plus importante, il transmet l'arrêté qu'il a pris avec Ingrand la veille, donc le 30 juillet, c'est l'arrêté que je viens de lire, pour fixer d'une manière précise la conduite des généraux dans la désagréable guerre de la Vendée. Et donc il écrit « Je pense que cette mesure que je vous ai fait connaître dans mes précédentes lettres aura de grands avantages. Celui de ne frapper de mort que les vrais coupables, et l'autre de détruire le germe de la guerre civile en éloignant tous les particuliers capables de la fomenter. » Donc encore une fois, distinction bien nette entre les rebelles armés et le reste de la population. 5 août, donc c'est la fameuse lettre de Ingrand qui répond à la lettre de Carnot. Le 8 août 1994, de Laval, Lagnelots, représentant dans la Mayenne et l'île-et-Vilaine, écrit au comité de salut public. Donc juste un petit extrait. Nous touchons au moment d'exterminer les brigands. De toutes parts, les hommes égarés rentrent, la troupe des scélérats chefs diminue, et un effort général que nous faisons ces jours-ci, et que nous n'avons pu faire plus tôt à cause de la moisson, nous promet un succès assuré. Alors lui, carrément, il parle des scélérats chefs. Donc c'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est vraiment les responsables de la révolte. 9 août 1994. De Niort, Ingrand, écrit au comité de salut public. Ceux-mêmes qui ne sont pas aussi aveugles que les autres ne seront maintenus dans le devoir que lorsqu'ils auront l'assurance que leurs chefs sont sans force et entièrement détruits. Donc lui, encore une fois, il parle de s'attaquer principalement aux chefs. Cette fois-ci, un arrêté du comité de salut public du 16 août 1994, signé par
dans le Mille, Carnot. Alors c'est un arrêté qui lui aussi est très long, au moins 13 articles. Je vais lire ce que j'ai indiqué en présentation. Donc le comité de salut public fixe les nouveaux représentants près l'armée de l'Ouest, Lagnulo, Guiardin et Dornier, remplace Moulin, général en chef par Dumas, alors à l'armée des Alpes, suspend nombre d'officiers, arrête les mesures pour rompre toute communication entre les militaires et les habitants, exige la plus grande discipline des soldats, leur interdit le brigandage et les cruautés, invite les évacués à rentrer dans leur foyer pour reprendre les travaux des champs, confirme la peine de mort pour les chefs des brigands, mais promet le pardon aux égarés et aux citoyens entraînés de force dans la révolte. Cet arrêté répondait, semble-t-il, à la lettre non datée de Beau, donnée par Hollard à la date du 1er août et à celle d'Ingrand du 9 août. Encore une fois, là, on retrouve déjà des idées qu'on avait vues depuis le départ, et notamment dans l'arrêté encore de Carnot du 6 février, à savoir de désarmer les rebelles, etc. Donc cet arrêté nous dit, article 8, donc les officiers feront punir suivant la rigueur des lois les brigandages des militaires et les actes de cruauté. L'article 12, les citoyens qui ont été éloignés de leur foyer par l'arrêté des représentants du peuple auront la faculté d'y rentrer et de se livrer aux travaux de la campagne. Tous les chefs des brigands, tous ceux qui ont accepté des grades parmi eux, seront punis de mort. Ceux qui n'auront été qu'égarés ou entraînés par la violence seront pardonnés. Ce sont les représentants Garnier, Guillardin et Dornier qui, le 8 septembre, appelèrent les réfugiés. Ce qui, d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils ont été rappelés qu'ils sont rentrés, parce que bien que la République soit la plus forte, ces gens-là isolés se faisaient quand même assassiner. Et donc maintenant j'en viens à mon dernier document, qui est un rapport de Garot, qui avait été nommé, on se souvient, à la suite du rapport de Barrère sur les colonnes le 12 février, qui à l'origine était un représentant à l'armée des Pyrénées occidentales ou orientales, et qui avait donc passé un petit séjour en Vendée. Alors, je ne vais pas lire son rapport parce qu'il est quand même assez long. On le trouvera dans Polar, à la page, donc tome 17, page 447. Et je vais lire seulement, donc encore une fois, un petit passage, mais le document, vous le trouverez aussi sur mon blog. Alors, Prieur et moi avions donné l'ordre express aux généraux de respecter les femmes, les vieillards et les enfants, et de les conduire sur les derrières de l'armée. Ce même ordre a été souvent répété en ma présence par Hens et Franck Castel. J'affirme ce fait sur mon honneur. On se souvient que c'est effectivement l'arrêté du 20 février, que j'ai donné plus haut. Nous arrêtâmes en conséquence, premièrement, d'inviter les citoyens paisibles de l'intérieur du pays insurgé à quitter momentanément leur foyer pour sauver leur vie, sans se menacer par des brigands, et séparer, livrer du bon grain. On observera aussi que nous avons eu soin d'assurer les secours à toutes les personnes qui, en vertu de nos arrêtés, ont quitté la Vendée et sont entrées dans l'intérieur. On se souvient que le comité avait également donné des ordres dans ce sens-là. Voilà, donc, cette fois-ci, j'ai fini de présenter mes documents. Je rappellerai quand même le tout premier document que j'ai lu, à savoir la lettre des députés des départements de l'Ouest, pour conclure tout ce chapitre. Vendu, où est-elle passée? C'est lui. 2, 3, page 3. Page 3. Donc, la lettre des députés des départements de l'Ouest. Nous ne connaissons que deux partis à prendre pour finir la guerre de la Vendée. L'un est d'exterminer jusqu'au dernier habitant de ces contrées, mais pour atteindre une population de 200 000 individus qui reste encore, il faut sacrifier au moins 80 000 républicains. Le moyen n'est pas proposable, et la Convention ne l'a jamais voulu. Il me semble que tous les documents que j'ai présentés prouvent qu'effectivement, la Convention, le comité, les représentants de la République n'ont jamais voulu exterminer une population. Ils ont fait une guerre à des gens qui leur faisaient la guerre, ils ont pris des mesures militaires, qui en soi sont légitimes quand on veut détruire son ennemi, mais il n'a jamais été question de détruire une population, d'exterminer une population. Pour une première raison, c'est qu'il n'y a pas de base à ce génocide. Puisqu'il n'y a pas de population particulière, il n'y a pas de population, comme je l'ai dit, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de population. Cette population a été divisée également dans les deux camps. Il n'y a pas de base pour un génocide. Concrètement, il n'y a pas eu de génocide. Et la République n'a jamais eu la volonté d'exterminer la population
de ces régions. D'ailleurs, en disant même ces régions, on voit bien que la notion même de génocide ne tient pas, puisqu'on ne sait même pas de quelle région on parle. Puisque, là, encore une fois, la Vendée n'est pas seulement dans la Vendée. Voilà. Et bien, écoutez, je vous ai présenté beaucoup de documents, sans doute plus que vous n'en avez jamais vu. J'ai traité uniquement la question du génocide, mais si vous voulez avoir des documents sur tous les sujets à propos de la Vendée, consultez mon ouvrage La guerre de l'Ouest. Vous y trouverez tous les arrêtés du comité de salut public, tous les décrets et une grosse partie de la correspondance des représentants en mission. J'espère également que cet aperçu vous aura donné une petite idée des procédés des gens qui soutiennent la thèse contraire. Vous voyez, moi je n'ai présenté que des documents qu'évidemment on ne vous aura pas présentés avant, mais on ne peut pas faire abstraction de ces documents. Je n'ai présenté, je pense, environ une cinquantaine, des documents plus qu'officiels, décrets, arrêtés du comité. Voilà, donc les procédés pour soutenir la thèse d'un génocide sont de masquer ces documents, de les tronquer ou de les interpréter vraiment de manière abusive. Voilà, de faire croire que le terme brigand désigne la population, alors que je pense qu'il s'est démontré que la République a vraiment essayé de faire la part des choses.